proposé dans un amendement par leur collègue Délice Sanga, enfin, qui est devenu l'AMOCA après Bruxelles. Les leaders sont unis, ils sont toujours ensemble. Je cite, l'important était de préserver l'unité de la plateforme. Est-ce que l'AMOCA unie fait peur à l'autre camp? C'est la matière de débriefing. Je serai avec deux porte-paroles de deux partis, Jean-Jacques Mamba du MLC, Paul Chilumbu, il est de l'UDPS. Monsieur Mamba, Monsieur Chilumbu, bonsoir. Bonsoir, madame. Les députés sont en passe de devenir les hommes les plus détestés de la République car ils refusent de baisser leur salaire. Pourquoi? La plénière a rejeté l'amendement de Délice Sanga sur le réajustement des émoluments des députés. Monsieur Mamba. Mais écoutez, la question de fond mérite d'être débattue. Effectivement, dans toutes les sociétés, il faut qu'il y ait une justice sociale. Il faut que la tension salariale soit maîtrisée. Il faut que tout le monde ait quand même l'impression que l'État le traite de la meilleure manière. Mais vous allez dans n'importe quel pays au monde, vous allez constater qu'il y a quand même des disparités salariales suivant les secteurs. Donc sur la question de fond, je suis tout à fait d'accord que cela soit discutable, même si elle est amplifiée avec des émoluments attribués aux députés qui ne correspondent pas à la réalité. On parle de 13 000 $ alors que de ce que j'ai pu observer, c'est 4 030 $. Lorsque vous enlevez la cotisation de parti, vous tombez à quelque chose comme 3 600. Ça, c'est la première des choses. Donc sur la question de fond, je suis... La proposition de baisser était à mais j'y arrive. Donc je vais dire ici que la question de fond mérite d'être discutée. Pas seulement pour les députés, mais pour l'ensemble de la classe politique, les dirigeants, ainsi de suite. Mais il y a deux questions qui en posent une. La première est de savoir, entre 2006 et 2011, entre 2011 et 2018, est-ce que le député Sanga a soulevé ce type de questions? J'ai consulté les annales de l'Assemblée nationale. Je n'ai jamais vu une intervention qui va dans le sens de protéger les faibles salaires et une initiative qui vient de ces députés. Donc déjà, il y a une question qui me taraude autour de ces motivations. La deuxième question est de savoir, est-ce que nous étions en session pour discuter des émoluments ou nous discutions du règlement intérieur, et il n'a pas fait un amendement qui a été rejeté. Il a simplement suggéré que nous puissions voir dans quelle mesure, il n'y avait même pas une question de vote, il a suggéré pour voir dans quelle mesure on peut rééquilibrer le train de vie de l'État de manière à ce que tout le monde se retrouve dans la société. Ça n'a pas fait l'objet d'un vote et je ne comprends pas comment sortir d'une telle suggestion. Il veut la transformer en question de vote et faire comme s'il y a un nombre de députés qui ne veulent pas baisser leurs émoluments alors que lui le veut. D'autant plus que, en ce qui concerne les émoluments, c'est discuter avec un gouvernement. Il faut qu'il y ait un gouvernement qui soit en place et les discussions se font en commission. Donc, comme je vous le dis sur la question de fond, je suis tout à fait d'accord. Mais est-ce que la personne qui porte ce débat le porte vraiment par souci d'aider la population et les fonctionnaires, ou c'est un débat politicien? Et moi, je répondrai, parce que j'ai cherché aussi, à part les annales, je peux constater ici qu'en termes d'éthique politique, M. Sanga ne peut vraiment pas faire foi de crédibilité pour initier ce genre de débat. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez très bien, et d'ailleurs j'ai ouï dire, j'ai encore vu sur les réseaux sociaux, qu'il a des démêlés avec un sénateur qui aurait, auprès duquel, je dis bien auprès duquel il aurait perçu de l'argent, son suppléant, M. Wichia, aurait voté un autre sénateur. Je me demande pourquoi en ce moment bien précis, alors que la question n'a pas fait l'objet d'un débat, alors que nous n'avons pas de bureau définitif, alors qu'il n'a fait qu'une simple suggestion qui n'est même pas passée au vote, il doit se poster en victime des gens, en victime, comme s'il n'y a que... C'est le seul député qui a le souci du peuple, alors qu'il a fait, excusez-moi, 12 ans au Parlement, sans poser les jalons d'une telle question. Ok. Alors, Délice Sanga estime que son amendement vise à lutter contre les inégalités, les excès de privilèges accordés aux élus. On entend ici que vous avez été payé 4 030 $. Vous serez prêt à gagner un peu moins pour justement équilibrer les salaires dans notre pays. Merci Madame Mamena pour votre invitation. Je crois que l'honorable Jean-Jacques Mamba en a suffisamment dit à ce propos, sur ce sujet. Moi, je crois que nous sommes tous d'avis que le train de vie des institutions doit être revu à la baisse. C'est vrai, c'est pas normal que le train de vie des institutions vous prenne 50-60% du budget national. Selon lui, 70% du budget sert à payer les salaires et le fonctionnement de l'État. Oui. Ça, c'est de l'exagération. Je dis oui, la question vaut la peine d'être discutée. Bon, est-ce qu'il faut en faire du populisme? C'est là où on n'est pas d'accord. Quand vous dites à la population qu'un député national touche 13 000 alors que Mamba l'a dit, et il y a de preuves que c'est 4 000 $, je crois que
le débat est totalement biaisé, les motivations ne sont pas saines, ça il faut le dire. Bon, quand vous dites qu'il faut baisser combien? À partir de 4 000, parce que moi je n'ai pas encore vu les 13 000, c'est à partir de 4 000 qu'il faut baisser. 13 000 $ au taux de 920, hein, c'est le taux officiel. Non, en fait. c'est faux. Les fonctionnaires Bon, en tout cas, moi je parle, de de ce que j'ai vu. Ouais. Et deux fois, c'est même indécent de venir parler des salaires. J'ai touché 2 000, 3 000, 4 000, comme ça, sur un plateau de télé. Moi, je veux dire seulement que ce débat vaut son pesant d'or. Surtout qu'il concerne le train de vie de toutes les institutions, en commençant par la présidence de la République, le gouvernement, le Parlement, de manière générale. Je crois que nous sommes prêts à faire ce débat et nous sommes prêts à accepter une justice distributive de sorte que celui qui gagne peu, n'est-ce pas, puisse gagner un peu plus et ceux qui gagnent plus gagner un peu moins. Donc moi je suis tout à fait d'accord pour faire ce débat. Vous dites ici que vous avez été payé 4 030 $. J'ai lu dans un article d'Elisa Sanga disait que vous toucheriez 6 000 $ net. Le fonctionnaire est à 500 $, le policier 100 $. Quand on parle d'égalité et de justice sociale, serez-vous prêt réellement à accepter un réajustement? Écoutez, j'aimerais revenir sur cette problématique. Vous savez, lorsqu'on veut faire du populisme et qu'on veut paraître héros, c'est quand même dangereux parce qu'il y a des réalités qui nous rattrapent très vite. Aujourd'hui, on demande aux parlementaires de faire un contrôle parlementaire efficace. Ça veut dire contrôler l'exécutif, contrôler, si vous voulez, la gestion du patrimoine national. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'il faut effectivement qu'on réajuste le salaire des fonctionnaires et qu'on réajuste même à la baisse, s'il le faut, le salaire, les émoluments des députés. Là n'est pas la question. Mais je suis en train de parler du cadre dans lequel cela se discute. Parce qu'au mieux, vous fragilisez le confort d'un député, et d'ailleurs, nulle part au monde, vous verrez un député gagner 1 000 $. Au mieux, vous exposez aussi le député, non seulement aux pressions sociales qu'il a déjà. En France, par exemple, c'est 7 000 €. Bon, mais voilà. Au mieux, il est confortable, au mieux, il fait son travail, au moins, il s'expose à des actes de corruption que nous réprimandons tous. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut trouver les justes équilibres, mais je suis contre cette démarche populiste qui sort de son contexte parce que, l'honorable, et là nous avons tous participé à cette session, il n'a jamais été question d'un débat autour de la baisse des émoluments ou encore moins de la baisse. Il a fait une suggestion qui était dans le cadre de ce que nous appelions des frais d'installation. Okay. Et donc, à partir de là, dès que la démarche est biaisée de par ses intentions, dès que l'éthique morale de la personne, parce qu'on va peut-être pas étaler tout ce qu'on a étalé ici, est tout à fait contestable, j'aimerais bien participer à ce débat, mais pas suite à une intervention d'une personnalité qui, ma foi, ne mérite pas porter ce genre de débat sur la place publique. Peu importe les considérations que vous avez sur lui, vous le remettez en cause, etc. L'opinion attend qu'on leur dise, par exemple ici, comment vous y prendrez avec le gouvernement pour que les salaires des fonctionnaires et des soldats, des policiers augmentent, M. Chilombo. Oui, 100 $ pour le policier, 300 à 500 $ pour le fonctionnaire. On a parlé de justice distributive. Rassurez-vous, même si on rabaissait le salaire d'un député à 1 000 $, l'enveloppe salariale des députés nationaux ne suffit pas pour couvrir toutes les charges de paye des fonctionnaires de l'État. Ça, c'est un faux débat. Nous disons ceci. Je crois que Mamba l'a dit. Malheureusement, je suis en train de corroborer tout ce qu'il dit parce que c'est comme si on défendait la même cause. Mais je voulais dire tout simplement... Vous êtes tous les deux députés nationaux. Nous sommes tous les deux, mais nous sommes députés nationaux. Chacun prêche pour sa chapelle, c'est normal. Non, nous disons la vérité à notre peuple. Sincèrement, 4 000 $, c'est pas trop pour un député national. Ça, il faut le reconnaître. C'est pas trop. Vu la fonction, j'ai dit c'est pas trop. C'est pas suffisant. C'est pas trop. C'est pas trop. Je vais vous donner un exemple. C'est suffisant. Je vais vous donner un exemple. J'ai posé une question. C'est pas assez ou c'est suffisant? J'ai dit c'est pas trop. C'est pas trop. J'ai du mal à comprendre. Ce n'est pas excessif. C'est pas trop. C'est pas excessif. Raisonnable, on va dire. C'est raisonnable. C'est pas excessif. C'est pas excessif. Vous connaissez le taux de loyer ici à Kinshasa. Prenez un exemple. Un député qui vient par exemple de Katanga, de Fizi ou de Goma, il vient s'installer ici avec toute sa famille. Combien coûte un appartement ici? Le frais de loyer. Comment il va se loger? Comment il va se mouvoir? Il y a des appartements à 500 $. Et la garantie locative, il va la trouver où? 500 $, 10 mois de garantie locative. Et que dirait le fonctionnaire? Et le policier je crois que c'est un qui débat, touche 100 $, qui touche 500 $. C'est un débat totalement disparate. C'est pas possible de débattre comme ça. On est en train de... Moi, je me mets à la place de ceux qui nous suivent. Je vous dis quelque chose de très intéressant. Vous avez le député français qui gagne 7 000 €. Le policier français gagne 1 400.
On ne va pas Le demander... fonctionnaire en France, c'est entre 1800 et 2400. Mais voilà, mais il n'a pas les 7000. C'est pour vous dire qu'il y a quand même une certaine valeur qu'on attache au travail parlementaire. Mais ici, c'est 4000 et 500. Le problème, c'est pas le député on peut réguler. et le fonctionnaire. C'est pas ça. Le problème, c'est que l'État doit créer des richesses pour pouvoir prendre en charge ses citoyens. Le problème, ce n'est pas le problème de député, parce que là, on biaise le débat. S'il faut opposer maintenant le député au huissier, ce n'est pas juste. Ce qu'il faut dire, c'est quoi? Maintenant, nous sommes en train de reconstruire notre pays. Maintenant, il faut que l'État travaille d'abord, qu'il lutte contre la corruption, de sorte que tout l'argent, tous les fuites, tout l'argent qui disparaît dans les poches des gens puisse rentrer dans la caisse de l'État et que l'État trouve des moyens pour payer justement ses salariés. C'est ça le vrai débat. Donc, essayer d'opposer maintenant les députés aux huissiers et aux policiers, c'est un faux débat. De deux, il ne faut pas oublier que nous, qui sommes des députés, nous avons, bon, chez nous à l'UDPS, nous nous appelons base. Vous savez le nombre de combien de coups de fil nous recevons chaque jour pour résoudre des problèmes dans nos circonscriptions électorales? Les cas sociaux? Les cas sociaux. Vous en savez d'ailleurs, je riais ici. Il a reçu un coup de fil. Bon, je ne veux pas utiliser le terme qu'il a utilisé, mais je dis, c'est fréquent. C'est chaque jour. Et lors de nos vacances parlementaires, moi je le dis. Est-ce qu'ils savent que vous êtes Madame, est-ce que vous savez que lorsque vous êtes manager chez Vodacom, vous avez 5 000 sans pression sociale aucune? Un simple manager, je dis, lorsque vous êtes dans une banque et que vous êtes sous-directeur ici, je ne vais pas citer le nom des banques, vous êtes jusqu'à 8 000 $. Donc je veux qu'on donne de la valeur et du contenu au travail parlementaire. En même temps, M. Kabila nous racontait qu'il y avait 15 milliards qui échappaient. J'aimerais bien que nos amis de Cash puissent essayer de voir dans quelle mesure, en luttant contre la corruption, on peut augmenter, si vous voulez, le budget de l'État et redistribuer utilement de telle sorte que le huissier ou le dernier pays de la République gagne son minimum vital en établissement en SMIC, comme cela est partout ailleurs. Mais commencer à opposer une personne qui est payée pour faire un contrôle parlementaire avec un huissier ou un policier, c'est créer des dissensions sociales, une fracture sociale qui n'est pas nécessaire. Chacun doit faire son travail. On va dire demain, mais pourquoi le président de la République a 20 000 et le huissier a 100 $? Donc ça, ce n'est pas le débat. Le débat est-ce qu'aujourd'hui, il est possible de payer décemment un huissier tout en garantissant aux parlementaires de faire son travail à l'abri de la corruption? On vous a parlé des gens qui viennent de Fizi. Vous savez qu'un député, il a droit à un policier, il doit nourrir une famille, sans compter les pressions sociales. Il doit avoir un minimum de confort pour contrôler quelqu'un qui gère 100, 200, 300 millions. Vous allez payer à quelqu'un 1 000 $ pour exercer un contrôle parlementaire sur une personne qui va lui donner 10 000, 15 000, 20 000 à chaque fois qu'il va le voir, juste pour le transport. Donc c'est quelque chose de fallacieux. Il faut quand même que nous remettions le débat dans la réalité. Et la réalité veut que le travail parlementaire soit respecté, mais aussi que la justice sociale soit le fruit, ou si vous voulez, le partage de tout le monde. Vous avez parlé de président de la République. Je me rappelle que la retraite d'un ancien président américain, par exemple, c'est 500 000 $ par an. Obama, Bush, par exemple, ils ont 500 000 $ par an contre 65 000 € en France pour Hollande, Sarkozy, par exemple. Et chez nous, un chiffre avait fait le buzz, 680 000 $ par mois comme retraite de Joseph Kabila. C'était une info ou une intox? Non, mais j'ai lu, comme tout le monde, dans les réseaux sociaux. Je n'ai pas vu les documents attestant ou certifiant que cet argent était réellement sorti de la Banque centrale. Mais je crois qu'il faut aller chercher cela dans la loi qui a été votée au niveau du Parlement, le Parlement, la mandature passée. Je crois qu'il y a une loi qui a été votée sur le traitement d'un ancien chef de l'État. Mais sincèrement, je n'ai pas les chiffres, je ne peux pas affirmer. Monsieur Mamba, info ou intox? Écoutez, ça je ne sais pas le dire, je ne sais pas certifier, mais une chose est vraie, il y a une certaine forme d'opacité autour des émoluments ou de la retraite de nos chefs d'État, notamment de M. Joseph Kabila. Je crois que cette question doit être ramenée sur la table pour qu'il y ait la clarté, parce qu'apparemment c'est ce que M. Félix Tshisekedi dit, c'est-à-dire qu'il va ramener la clarté dans la gestion. Il a même ramené 163 000, sans dire pour autant combien il avait reçu. Mais déjà, pour poser des tels actes, nous pouvons aussi croire qu'au lendemain, nous aurons un peu plus de transparence, un peu plus de clarté pour une meilleure compréhension de tous. Mais c'est vrai que 650 000 payés en un mois, si ce document que j'ai vu ou dont l'extrait que j'ai vu est un document vrai, c'est quand même scandaleux.
on va encore revenir à la question de savoir, le policier gagne $100, pourquoi un ancien chef d'État va avoir 684 000 le même mois? Donc, je n'aimerais pas qu'on aborde le débat dans ce sens, parce que je pense que dans toutes les sociétés, et y compris aux États-Unis, parce que vous parlez de 500 000, mais ils n'ont pas de couverture sociale aux États-Unis. Donc, voyez-vous, un ancien chef d'État qui gagne 500 000 $, alors que l'État est incapable de soigner ou d'attribuer une couverture 500 000 universelle par an. Mais quand vous divisez sur 12, vous avez quelques 50 000 le mois. Pas très loin de ça, à peu près 45 000. Donc, ce pays est incapable d'assurer une couverture sociale en termes de couverture universelle en ce qui concerne la santé, mais est capable de payer 500 000 $ à un ancien président. Donc ce sont des choix d'un État, mais une chose est certaine, dans notre pays, il faut que le dernier payé par la République reçoive de quoi vivre décemment avec sa famille. C'est le souhait de tout le monde. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, je suis avec Paul Chilumbu, il est porte-parole de l'UDPS, il est député national élu de Latchangou, professeur de pharmacie, plus de lapsus, comme précédemment dans les autres émissions. À l'université de Kinshasa, Jean-Jacques Mamba, porte-parole du MLC, également député national de la Lukunga, il est de la Mouka et M. Chilumbu est de Cash. On va passer à ce voyage du président Tshisekedi à Kigali. Quel était l'enjeu de cette visite, au-delà de ce qu'on a vu et entendu à la télé, forum, CEO Africa, visite au mémorial du génocide, etc. Quel était l'enjeu de ce déplacement? Merci d'abord pour la question, mais je crois que l'enjeu principal, vous savez qu'on a fait plusieurs années où il y avait relativement ou presque toujours des tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi. Je crois que le président Félix Tshisekedi a la volonté de ramener la paix entre nos différents pays limitrophes. Vous êtes sans ignorer que tous ces pays, nous sommes obligés, nous sommes contraints de vivre avec eux comme voisins. Et c'est à nous de faire le choix de quelle manière nous voulons vivre. Si nous disons que nous voulons vivre en perpétuelle guerre, nous allons le faire. Mais je crois que le président Félix Tshisekedi a levé l'option de dégeler justement nos relations avec le Rwanda. Il était en Ouganda, je crois prochainement il sera au Burundi, pour justement qu'on puisse voir comment on peut reconstruire la sous-région ensemble, sans qu'on ait les maïmaï, sans qu'on ait la recrudescence de violence, sans qu'on ait les guerres, les FDLR, et les LRA, etc. Donc je crois que cela relève de la volonté du président de la République. Et je crois que même tous les autres présidents de la sous-région apprécient sa démarche et nous espérons que cette fois-ci c'est la bonne. Nous pourrons non seulement plus parler de la guerre, mais maintenant, nous voulons parler du développement de la sous-région. Et nous connaissons tous le rôle que pourrait jouer la RDC comme locomotive pour ce développement. Il était un forum économique, on a compris que c'était un enjeu diplomatique et commercial. Le Rwanda est-il devenu un allié, un partenaire commercial, M. Mamba? La RDC, dans ce cas-là, peut imposer quel rapport de force au Rwanda? Bon, vous savez, j'apprécie la démarche du chef de l'État, mais après, il peut en juger les tenants et les aboutissants. Je me rappelle juste d'une chose, nous ne sommes pas en guerre contre le Rwanda. Nous n'avons plus eu de guerre avec l'Ouganda, encore moins le Rwanda, encore moins le Burundi. Nous avons des problèmes des groupes armés qui sévissent et qui tuent à la machette tous les jours dans notre pays. Après, ça a été commenté de diverses manières que M. Félix Tshisekedi, le président de la République, aille s'incliner devant le mémorial. Mais moi, ce qui m'afflige, c'est que nous n'avons pas ce type de mémorial chez nous. Je suis tout à fait contre ce qui s'est passé au Rwanda. Nous en souffrons tous. C'est 94, ça s'est passé en l'espace d'un mois, 60 jours. Mais ça fait 10 ans qu'on tue et qu'on égorge chez nous. Et que M. Kabila n'a pas eu le temps ou la volonté de consacrer, si vous voulez, des efforts dans ce sens-là, parce que c'est aussi une opération marketing. Aujourd'hui, M. Kagame a réussi à faire avaliser le génocide comme un événement mondial, comme la Shoah, ainsi de suite. Nous n'avons pas réussi à le faire, et je trouve que de manière prémonitoire, il aurait peut-être été plus intéressant pour le chef de l'État de d'abord rencontrer ses propres engagements en ce qui concerne la sécurité à l'Est, y aller et peut-être consacrer aussi de l'énergie pour d'abord constater et, si vous voulez, matérialiser tout ce qui s'est passé ces 10 dernières années. Je crois que les populations du Kivu, Beni, Butembo et tout ce coin-là attendent aussi beaucoup du chef de l'État. Donc maintenant, c'est discutable s'il devait le faire avant ou après. Les relations de mon voisinage, je le veux bien. Comme je le dis ici, nous sommes
nous avons 9 pays voisins et c'est très important que nous soyons en très bon terme avec tous ces pays. Mais était-il opportun aujourd'hui d'aller répondre à cette invitation économique et aller devant ce mémorial alors que nous avons des problèmes? Encore hier, on a égorgé des gens, avant-hier, on l'a fait, on a tué des gens à Goma, sans que le chef de l'État consacre le temps maximum. C'est une priorité. Je veux dire qu'aller devant le mémorial du génocide, je ne le condamne pas, mais ce n'est pas beaucoup plus prioritaire que réconforter les populations et peut-être créer un mémorial pour toutes les morts, toutes les femmes éventrées, toutes les femmes avec le docteur Mukwege et tout ce qu'on a vécu. Je crois que c'est beaucoup plus primordial. En tout cas, lorsque les gens l'ont élu, il a été massivement élu, à l'Est, c'était beaucoup plus primordial de leur accorder cette primeur, cette primauté, avant d'aller faire cette courbette, autant que je peux dire magnifique, devant le mémorial du génocide, parce qu'il y a beaucoup plus grave ici. Il y a beaucoup qui estiment que l'RDC ne devait pas rester muette face à ce rouleau compresseur que déroule le Rwanda à travers le monde. Le Rwanda est en train de conquérir le monde. Mushikiwabo, patron de l'Organisation internationale de la francophonie. Est-ce que c'est naïf pour la RDC de ne pas suivre M. Chilombo? Oui, mais je veux dire un mot sur ce que vient de dire l'honorable Jean-Jacques. Je crois qu'il ne faut pas confondre les choses. La question, vous ne pouvez pas résoudre la question de l'insécurité à l'Est sans parler avec les pays limitrophes. Vous êtes sans ignorer, on parle des ADF Nalu. Mais les ADF Nalu, c'est une rébellion. On nous dit qu'elle est ougandaise. Mais ne tue jamais en Ouganda. Elle ne tue jamais en Ouganda. Elle égorge à Beni, elle égorge à Butembo. Et les gorges en Ituri, ça veut dire qu'il y a des dossiers sur lesquels nous devons travailler avec ces pays pour voir un peu clair dans ces dossiers. Les groupes armés, il y en a de jeux de passe-passe avec nos pays limitrophes, la question des FDLR. Donc toutes ces questions doivent être prises plutôt dans leur globalité afin de trouver la solution idoine, la meilleure solution pour toute la sous-région. Donc moi je ne vois pas comment on peut résoudre les questions des groupes armés sincèrement, à l'est du pays, sans discuter avec ces pays limitrophes. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont des bases arrières dans ces pays. Il y en a beaucoup qui tuent au Congo, qui vont se cacher en Ouganda, qui vont se cacher au Rwanda. Et moi, je crois que l'approche du président Félix Tshisekedi est la meilleure. Il faut commencer d'abord par parler, il faut poser le problème et essayer de réfléchir ensemble avec ses voisins comment trouver des solutions durables. Je parle de solutions durables pour permettre, comme je l'ai dit, le développement de notre sous-région. Bon, maintenant parler du rouleau compresseur du Rwanda, je crois que le Rwandais s'occupe du Rwanda. Présentement, les Congolais vont s'occuper du Congo. Vous avez vu, je crois que le président Félix ne dort presque pas. Il est pratiquement chaque jour, tous les 2 jours, dans des avions pour aller rencontrer ses homologues, parler de la RDC. Et moi, je suis convaincu et je suis confiant que nous sommes dans le bon. D'ici là, vous allez voir les résultats. Il va au Rwanda, en Ouganda, en Angola, etc. Comme l'a dit Jean-Jacques Mamba ici, il n'est pas encore allé dans l'Est où les gens sont tués quasiment tous les jours. Non mais attendez, je dis, il trouve la meilleure solution. Aller à Beni, Joseph Kabila est allé à Beni plusieurs fois. Est-ce pour autant qu'il a résolu le problème? Joseph Kabila était à Goma. Joseph Kabila était à Butembo. Est-ce pour autant je crois que l'approche, c'est un problème d'approche. Si le président Félix estime qu'en allant toucher là où on croit que ces pays ont un rôle, ils jouent un rôle parmi dans tout ce qui se passe dans notre pays, je crois que je ne vois pas en quoi c'est mauvais. Donc nous pensons que parler avec le pays d'origine des ADF Nalu, c'est plus intéressant que d'aller se mettre à Béni et attendre le coup de machette. Vous vous souviendrez qu'il y a peut-être 1 année ou 2 ans, le président Kabila était à Béni. Aussitôt qu'il a fini son discours, il y avait eu massacre, il y avait eu plus de 57, je crois, personnes qui étaient tuées. Donc je ne crois pas que c'est ça la solution. Moi, en tout cas, sincèrement, je pense que l'approche du président Félix Tshisekedi est la bonne. Alors, il y a eu une vague de réactions sur la toile, notamment après cette visite au Rwanda ou au cours de cette visite au Rwanda. Je vais prendre ce tweet du professeur Eddy Tambwe, par exemple, je cite, « Vers une intensification de nos relations avec Kampala et Kigali, point d'interrogation, moralement, intellectuellement, symboliquement, politiquement, il y a vraiment un problème. Renouer avec ces 2 pays sans lever de l'équivoque historique ayant conduit à la mort des millions de Congolais. »
question. Écoutez, je vais revenir très rapidement sur ce que l'honorable Tshilombo dit. D'abord, il contredit le président de la République. Le président de la République a dit lors de cette rencontre que l'insécurité qu'il y a dans nos pays n'est pas le fait des pays voisins. C'est ce qu'il a dit. Et on ne doit pas oublier que nous avons des accords d'Addis Abeba qui interdisent effectivement à tous ces pays-là d'abriter, si vous voulez, des bases arrières, des rébellions dans les autres pays. Donc je continue à dire que nous ne sommes pas en guerre avec le Rwanda, encore moins avec l'Ouganda, encore moins avec l'Angola, mais nous avons un problème d'organisation interne. C'est-à-dire assurer la sécurité des biens et des personnes. Aujourd'hui, dire que pour trouver une solution, il faut aller voir Kagame ou il faut aller voir Museveni, c'est comme si on était en train de dire que le Congo était incapable de se protéger d'abord lui-même. Maintenant, cette question des Hutus, des ADF et tout ça, c'est une question qui a été traitée via des accords. Mais s'il y a, entre guillemets, une forme d'hypocrisie, ce n'est pas en allant voir les mêmes hypocrites qu'on trouvera des solutions. Le problème, il est d'abord interne, c'est-à-dire que lorsque vous êtes en face des personnes qui récidivent, depuis que M. Tshisekedi est au pouvoir, il y a plus ou moins eu 100 morts. Si on doit compter tout ce qu'on entend, on voit sur Radio Okapi. Il y a récidive. Est-ce qu'il n'y a pas plus d'énergie à mettre dans l'organisation de notre armée ou la réorganisation de notre armée pour d'abord freiner cet élan tout en continuant sur le front diplomatique? On n'a pas besoin d'aller, si vous voulez, devant le mémorial, le génocide, pour marquer, si vous voulez. Et puis, il a appelé ça dommages collatéraux. On ne peut pas... Alors qu'il y a des massacres autour de nos minerais, on évente des femmes. Pendant 10 ans, le génocide n'a pas fait 10 ans, que le chef de l'État utilise l'expression dommage collatéral. Donc c'est pour vous dire que quelque part, il a voulu être politiquement correct parce qu'il ne voulait pas frustrer les voisins. Je trouve que c'est une bonne démarche d'aller les voir, mais je suis en train de parler de la chronologie. Je pense que le chef de l'État s'est engagé à pacifier. Il devait d'abord s'organiser, s'assurer qu'il y a l'organisation minimale pour dissuader et empêcher que ces choses-là continuent. Et après, voir avec les voisins comment est-ce qu'on peut vraiment éradiquer. Mais au niveau minimum, il ne l'a pas fait. On apprend des morts, ce n'est pas encore fait. Et ça continue. Mais on le voit effectivement au Rwanda. Je ne suis pas contre, je le répète, mais je dis qu'en termes de priorité, on aurait dû, j'épilogue par là, lorsqu'on parle de déploiement de Michikwa, ou ainsi de suite, mais je ne dis pas que c'est simple, mais on peut faire la même chose. Il peut aller à Béni, il construit un mémorial, et puis il invite tout le monde, et puis on fait des cérémonies. Je veux dire que... Mais il peut le faire. Alors, c'est une affaire de priorité, vous dites. Oui, mais s'il vous plaît. On prend un autre tweet par oui. rapport à cette petite phrase assassine. Il y a Lucha qui a tweeté « Les guerres de 96-98, l'assassinat de Laurent Désiré Kabila en 2001, le FPLC Ituri 2002-2003, les rébellions du CNDP M23, les infiltrations dans nos forces de défense et de sécurité, tout cela ne serait donc que des dommages collatéraux et nos agressions et crimes délibérés. » Alors, c'est par rapport à ce que le président a écrit dans le livre d'or au mémorial. Mais je crois dommages collatéraux. Oui, je sens que Mamba a voulu apporter une confusion à dessein. Dommages collatéraux. Parce qu'il sort, oui, le dommage, il le sort de son contexte. Le président a dit ceci, qu'il y a eu génocide au Rwanda. C'est à cause de ce génocide qu'il y a eu des dommages collatéraux chez nous. Ça veut dire quoi? S'il n'y avait pas de génocide au Rwanda, on n'allait pas importer cette guerre ici chez nous. C'est ce qu'il veut dire. Mais il ne veut pas dire que tout ce que nous subissons, oui, c'est ce qu'il a dit, tout ce que nous subissons ici chez nous, ce sont des dommages collatéraux. Non, ça c'est faux. De deux, la façon dont vous posez votre problème, c'est comme pour dire que Tshisekedi a 3 ans au pouvoir. Tshisekedi a 1 mois au pouvoir. Moi, j'ai lu le tweet. Oui, mais moi aussi, je réponds à ce tweet. Vous êtes sans ignorer que quand vous parlez de la guerre de Kisangani, qui était responsable? La guerre des 6 jours. C'était des 6 jours. C'est pas le MLC? C'est le MLC. La guerre des 6 jours d'abord. Attends, j'arrive. Le Rwanda et l'Ouganda. Oui, mais ils avaient leur cheval de Troie ici, c'était le RCD et le MLC. Mais ils se sont battus en tant que pays. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Donc ça n'a rien à voir avec nous. Si, ça a à voir avec vous. Vous n'allez pas quand même nier votre responsabilité dans cette affaire-là. Bon, je vais le laisser finir. Laissez-moi terminer, je vous laisse parler. Je veux dire tout simplement ceci. Quand il est en train de dresser sa liste des priorités, qui lui dit qu'on ne peut pas faire le 2 à la fois? Qui vous dit qu'on n'est pas en train de travailler avec l'armée pour Béni Boutembo? Qui vous dit qu'on ne peut pas travailler à l'interne et travailler à l'externe? Je vous ai donné le cas des ADF Nalo, ce sont des Ougandais qui sont ici. Oui, mais il faut travailler. Madame, Tshisekedi n'a pas 10 bras. Je dis à peine il a 1 mois au pouvoir. Laissez-lui le temps de travailler. Vous comprenez?
Les gens se plaignent, ceux qui ont contribué à ce que nous puissions avoir, oui, 2 mois, ceux qui ont contribué à faire que nous puissions avoir cette situation pendant plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans, ceux qui ont des responsabilités dans ces massacres de Congolais. Parce que quand on parle des millions de morts, le MLC a sa part de responsabilité, le RCD a sa part de responsabilité. Vous étiez allié au RCD. S'il vous plaît, on n'a jamais fait la guerre avec le RCD. Okay? Mais vous étiez allié. Non, je dis, on n'a jamais fait. Vous sortez toujours du contexte. Vous étiez allié. Je dis, allié. Il y a une alliance RCD-UDPS. Vous parlez quand vous allez terminer. Madame, vous allez me donner la parole. Une alliance électorale. Je dis, vous pouvez parler. Vous avez terminé? Non, j'étais en commentaire. Alors, je dis ceci. Il ne faut pas que ceux qui sont auteurs ou co-auteurs de ces massacres viennent nous donner des leçons aujourd'hui. Nous, au moins, nous avons manifesté la volonté de résoudre ce problème. Et nous pensons que la démarche, la bonne, c'est de travailler à l'interne et de travailler à l'externe. Okay. J'ai donné un bel exemple ici. On nous parle des ADF-NALU, on nous parle des FDLR. Mais tous ces mouvements rebelles, ce sont des mouvements rebelles étrangers, mais qui sont chez nous, qui sèment la désolation chez nous. Et si nous pensons aujourd'hui que, d'une part, on réorganise notre armée à l'interne, d'autre part, on parle avec ces pays limitrophes, moi je ne vois pas où est le problème. Donc il ne faut pas déplacer le débat, essayer aujourd'hui de faire le Ponce Pilate, alors qu'en principe, ces massacres, donc, quand on parle de 6 millions, peut-être la part du MLC est de 2 millions ou 3 millions. Donc voilà. Alors, vous le comprenez quand il dit que dans cette guerre de l'Est, le MLC est un peu parti. Non, j'ai envie de rire. Ancien mouvement rebelle à l'époque soutenu. Je vais répondre rapidement par l'Ouganda. Je vais répondre très rapidement. Vous savez, il y a un gros problème dans ce pays. C'est que lorsqu'on est formaté à 37 ans d'opposition, on a l'impression que même lorsqu'on est au pouvoir, on continue à être opposant. Ici, nous demandons des comptes de la gestion du chef de l'État après ces 60 jours. L'affaire du MLC, on ne parle pas de cette affaire du MLC. Mais je réponds quand même. Mais maintenant, je vais répondre. Effectivement, il y avait le MLC qui était un mouvement rebelle, parce que M. Kabila, le père, voulait instaurer une dictature. Et effectivement, il y a eu des dommages collatéraux pour lesquels nous avons demandé 10 milliards, parce que c'est l'Ouganda et le Rwanda qui se sont affrontés. Ce n'est pas une guerre que le MLC a déclenchée. C'est deux puissances qui étaient en proie de se tuer, c'était par rapport à nos richesses, elles se sont entretuées et nous avons exigé 10 milliards à l'Ouganda. À cause de cela, c'est d'ailleurs une démarche de M. Kabila à l'époque. Donc nous reconnaissons qu'effectivement ces deux pays se sont entretués chez nous. Mais nous ne sommes pas dans ce débat. Nous sommes dans quel débat? Au regard de tout ce que ces pays-là ont fait, on regarde tous les accords qui ont été signés, mais qui ne sont pas suivis d'exécution et de matérialisation sur le terrain. Au regard de 10 années passées sans qu'aucun jour nous n'entendions pas le cri d'une femme violée, torturée, égorgée, qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi considère qu'aller s'incliner pour le génocide qui s'est passé au Rwanda, de triste mémoire, soit dans l'ordre de... C'est un amalgame qui fait à dessein. Oui, tu m'interrompais. Je parle. Je termine, s'il vous plaît. Allons-y, professeur honorable. Je disais ceci. Donc, je ne dis pas... Je m'incline aussi devant les génocides. Tout ce qui touche l'humanité m'indigne. Mais je dis qu'en ordre de priorité, par rapport aux espoirs que M. Félix a suscités, on attendait beaucoup plus de lui et beaucoup plus tôt qu'il l'a fait au Rwanda. Et c'est pour cela que vous voyez la toile s'enflammer. Maintenant, après, s'il dit que qui ne dit pas que nous sommes en train de travailler, nous sommes demandeurs de résultats. M. Tshilombo doit cesser de se comporter comme s'il était opposant. Nous avions ce type de débat lorsque M. Félix Tshisekedi n'était pas président de la République. Maintenant, il est président de la République. Donc, je considère que je suis un opposant. Nous demandons des comptes. Et si réellement il y a une réorganisation de l'armée, nous devons voir les résultats. Et malheureusement, les résultats ne suivent pas. Donc, nous continuerons à faire pression jusqu'à ce que les résultats arrivent. D'accord. Alors, il nous reste 10 minutes. On prend la dernière question sur la MOCA avant d'aller sur les réseaux sociaux et de prendre les questions des amis qui nous les ont envoyées gentiment. Est-ce que la MOCA vous fait peur depuis qu'ils ont affiché l'unité complète à Bruxelles? En tout cas, elle nous fait peur. À quel propos? Je ne vois même pas. La MOCA, c'est un regroupement de Congolais. Ils ont leur parti politique, ils ont leur vision, ils veulent se transformer en plateforme politique. Et pourquoi devaient nous faire peur? Non, pas du tout. Pas du tout. Je crois que nous voulons qu'on ait bon. Peut-être eux, ils ont refusé d'être, ils ont dit qu'ils ne sont pas des opposants ici. Lui, il parle de l'opposition, ils nous ont dit qu'ils sont des résistants. Nous voulons que ces compatriotes s'organisent comme ils veulent.
nous nous sommes battus pour la démocratie, pour l'état de droit et la liberté d'opinion, de réunion, d'expression. Nous leur souhaitons bonne chance. En tout cas, tout ce qu'on a remarqué que Moïse Katumbi n'était pas présent à cette réunion. Donc, s'ils affichent... Il les a rejoints plus tard. Oui, je ne sais pas. Et puis, il semble que les mauvaises langues disent qu'on a même interdit à Fayoulou de parler. Donc, il n'avait pas droit de faire ni commentaire, ni conférence de presse. C'était le chairman qui devait parler. Les deux grands boss de la Mouka qui devait parler. Mais je crois que ça, c'est une histoire, c'est une affaire interne qui s'organise comme ils veulent. Nous voulons un état de droit, nous voulons la démocratie. Il y a de l'espace ici. S'ils veulent faire l'opposition, ils sont les bienvenus. Et nous allons travailler pour la République. En tout cas, à ce sujet, à ce stade, c'est tout ce que je peux dire. Quand, lors d'une conférence de presse, Moïse Katumbi dit le mal, c'est Kabila, c'est ça, est-ce que par là, on comprend que finalement, la Mouka fait plutôt l'opposition à Kabila et pas à Félix Tshisekedi? Écoutez, il a peut-être pas eu le temps d'expliciter ses propos, mais je comprends très bien qu'aujourd'hui, lorsqu'il le dit, je peux expliquer très rapidement ce que moi j'en pense. Vous savez, il y a trois types d'alliances, au fait. Il y a une alliance, il y a les alliances qui se font pour la conquête du pouvoir. Ça veut dire que des plateformes, comme on a vu ici, cachent, c'est-à-dire l'UNC qui se met ensemble avec l'UDPS pour conquérir le pouvoir. Vous avez d'autres types d'alliances, c'est des alliances de gestion de pouvoir. Ça veut dire qu'en ce moment-là, vous avez un parti qui n'a pas toute la majorité et qui a besoin de quelques députés d'un autre parti. Ils se mettent ensemble, ils harmonisent le programme pour avoir une majorité, avoir à diriger le pays. Et puis, ce que moi j'appelle ici, vous avez des alliances de compromission. Et je vais donner un exemple banal. Ça veut dire que vous avez quelqu'un qui est en Europe, par exemple, qui a 40-45 ans, qui ne trouve pas de femme en Europe, qui fait venir une femme d'ici. La femme d'ici ne rêve que d'aller en Europe. Et bien qu'elle sait que la personne qu'elle va aller épouser n'est pas la personne de son choix, mais elle y va quand même. Et donc, ça débouche sur de la désharmonie. Et ce que moi je vis aujourd'hui avec l'UDPS, c'est la même situation. C'est-à-dire le FCC, je crois que la question c'était sur la Mouka. Non, je reviens, parce qu'il a lancé des pics. Donc je dis que le FCC, c'est l'homme de 45 ans ou 50 ans qui se retrouve en France, qui n'est pas marié, qui est honni par tout le monde, qui épouse une femme d'Afrique. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Vous allez remarquer qu'il sera très fier de présenter sa nouvelle recrue à tout le monde, alors que la femme aura un malaise. Et c'est ce qui se passe avec l'UDPS. Vous avez, on nomme l'informateur, on nomme pas l'informateur. Vous avez un directeur de cabinet qui révoque un ministre. Vous avez tantôt Peter Kazedi qui dit qu'ils ne sont pas en alliance, alors que quand vous êtes sur Télé 50, on vante l'alliance FCC-Cash. Ce sont les seuls à être fiers de cette alliance parce que l'épouse a un malaise. Et l'épouse, c'est qui? C'est l'UDPS. Et donc, je suis en train de dire ici que, indépendamment des commentaires qu'il peut faire, je sais que ce mariage-là n'ira pas très loin, d'autant plus qu'on peut démontrer aujourd'hui que nous faisons 2 mois sans Premier ministre pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas d'accord sur cette question. Et si sur cette question il n'y a pas d'accord, je crains fort qu'au regard de tous les courriers que j'ai vus depuis les prises de décision de M. Tshisekedi, que le pays aille comme ça, va en guerre entre le FCC et le Cash. Maintenant, pour revenir et épiloguer, écoutez madame, nous sommes un parti... La Mouka d'abord, qui va peut-être se transformer en plateforme politique, veut faire de l'opposition républicaine. Nous avons élargi notre champ d'action. On n'est plus simplement sur la vérité des urnes, mais surtout ce qui va faire en sorte que les élections, par exemple, de 2023 soient meilleures que celles que nous avons connues aujourd'hui. Si nous réussissons ce pari, nous allons faire de l'opposition républicaine pour aider, parce que vous savez, c'est un mariage qui est quand même assez saugrenu, donc pour aider nos amis qui ont un mariage difficile à mieux gérer la République. Et nous nous y engageons. Alors, je ne prendrai qu'une ou deux questions. Je suis désolé parce qu'ils nous sont pris par le temps. Michel, combien de minutes il nous reste déjà? Alors, en attendant la réponse, je commence par une question adressée à Paul Tchilou parce que c'est vous qui venez de parler. Patient Ombaku, salut. Peux-tu demander pour moi, au porte-parole de l'UDPS, pourquoi Félix Tshisekedi se montre aussi fébrile en se précipitant d'aller au Rwanda alors que ce dernier, le Rwanda, est parmi les pays qui sont à la base de la situation de l'Est? Patient Ombaku. Oui, mais je crois que j'ai répondu à cette question. Et peut-être il a suivi... Vraiment comme ce sont les questions qui... Oui, mais je vais dire tout simplement... Assez rapidement, oui. Je vais dire tout simplement ceci. Vous savez, on peut faire la politique autrement en faisant la guerre. C'est un choix qu'on peut faire. Nous avons... M. Kabila a fait plus de 18 ans. Au pouvoir, il n'a pas ramené la paix à l'Est. Je dis ceci.
Laissez au président Félix Tshisekedi le temps de travailler. Et nous sommes convaincus que l'approche qu'il a est la meilleure. Nous allons ramener la paix. Tshisekedi n'a que 2 mois jusque-là au pouvoir. Il y a des gens qui veulent déjà qu'il construise des monuments, qu'il fasse des autoroutes, qu'il fasse des hôpitaux, qu'il paye des salaires. Nous comprenons l'impatience des Congolais. Mais, comme je l'ai dit, qu'il faut prendre son mal en patience pour lui donner le temps matériel nécessaire pour faire ce travail. Et moi, je crois que l'approche qu'il a empruntée, l'approche qu'il utilise est la meilleure. Il faut parler avec les voisins quand il y a des incompréhensions au lieu d'aller en guerre. Une question de Roby Kainga. Comment le MLC entend réparer et réhabiliter les Congolais victimes de tous ces crimes commis quand il était dans la rébellion? Et la deuxième question, pourquoi, lors de la conférence de presse de la Mouka, Fayoulou n'a pas pris la parole? Pourtant, c'est lui qui était le porte-étendard. Écoutez, je n'étais pas à Bruxelles pour savoir comment ils se sont organisés. Ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a eu aucune réaction négative de la part de M. Fayoulou. Donc je peux entendre par là qu'ils se sont convenus qu'il y aurait 1 ou 2 interlocuteurs. Donc ça, c'est leur convenance et je la respecte. Maintenant, par rapport à tous ces crimes, je pense que... il y a eu beaucoup d'affaires autour de ces crimes allégués du MLC et ainsi de suite. Je ne connais qu'une seule chose, c'est-à-dire l'affrontement qu'il y a eu entre l'Ouganda et le Rwanda. Il y a eu une sordide d'affaires qui est sortie par rapport aux Pygmées qui a été démentie, donc il n'y a même pas eu de poursuite. Ensuite, il y a eu une affaire par rapport à Bangui, c'était encore un coup monté. Je pense qu'aujourd'hui, le MLC n'est pas, si vous voulez... ne peut pas être considéré comme étant l'auteur moral, ne serait-ce que d'un seul crime dans ce pays. Une guerre, c'est une rébellion. Autant l'AFDEL l'a fait, on a vu ce qui s'est passé avec Tingiting et ainsi de suite. Nous nous sommes défendus, nous avons attaqué certaines positions, c'est dans le cadre de la guerre et vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le droit de guerre. Mais en ce qui concerne les attaques vis-à-vis... En ce qui concerne les attaques vis-à-vis... souvent amnistiées. Non, je dis ceci. Vis-à-vis des civils, il n'a jamais été répertorié une attaque des miliciens du MLC en direction des civils. Ça n'a jamais existé. Si vous me parlez d'une position militaire, c'est de bonne guerre. Ça se fait dans toutes les guerres. Et là, je ne vois pas comment on peut indexer le MLC parce qu'il y avait le RCD, il y avait plein de mouvements, y compris les forces loyalistes de M. Kabila à l'époque. Mais le MLC n'a jamais été indexé sur le sol national comme étant un parti politico-militaire qui s'en est pris aux civils. Ça n'a jamais existé et j'en suis fier. On termine par vos 2 conclusions respectives et j'aimerais qu'on parle un tout petit peu de l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale dans les tout prochains jours. Qui a le profil pour être président de l'Assemblée nationale? Monsieur Chilombo, c'est vous qui commencez. Moi, je ne sais pas qui a le profil. Il faut attendre les gens qui auront cette prétention. À l'UDPS, vous en parlez? Vous avez un candidat, des candidats? Oui, mais bien sûr, mais nous, comme il le dit, il a dit ici que vous avez revu vos ambitions à la baisse? Nous avons le FCC, c'est notre partenaire, nous le disons tout haut, et je le répète ici, personne ne le nie. Il ne faut pas suivre ce que Mamba est en train de dire. Donc je dis seulement que nous sommes en négociation, nous sommes en discussion, ce sont nos partenaires politiques. Nous avons dit, nous allons co-gérer ensemble. Et je crois que pour ce qui concerne le bureau, les discussions sont en train d'être faites. Les discussions sont en train d'être faites plus tôt et je crois que le moment venu, vous saurez qui va prendre la présidence, la vice-présidence et ainsi de suite. Avant une élection, il y a toujours des ambitions, des noms concis, des profils, des préférences. Ah oui, mais moi je ne vais pas venir exprimer les ambitions des gens ici du moment où moi-même je n'en ai pas. Donc qu'ils sont du FCC. Non, je dis seulement que les ambitions, il y en a. Je crois au parti, il y en a. Mais je ne sais pas à moi de venir déclarer X ou Y à telle ambition. Donc je crois que je ne connais même pas qui a l'ambition d'être président ou vice-président. Je n'en sais rien. Okay. Lorsqu'ils vont se prononcer, en ce moment-là, nous verrons ce qui est faisable. Monsieur Mamba, président de l'Assemblée nationale. Aux dernières nouvelles, lorsque le monsieur a eu des problèmes avec son épouse et que celle-ci était devenue têtue, il lui a chaque fois rappelé que c'est moi qui t'ai fait venir de Kinshasa. Et donc elle est revenue à l'ordre. Donc je veux dire qu'à chaque fois que l'UDPS a essayé de prendre son indépendance par rapport au pouvoir discrétionnaire du chef de l'État,
Le FCC l'a ramené à l'ordre. On a vu les courriers où on menaçait même le président de la République de haute trahison, des courriers signés FCC. Donc, j'ai vu de faire un peu la politique des réseaux sociaux. Mais pourquoi tu m'interromps? Pourquoi tu m'interromps? On a vu, Madame Mamina, vous avez vu plusieurs tweets. Vous avez vu plusieurs tweets. À chaque fois que l'UDPS, regardez par exemple l'histoire de l'informateur. On nous a même appris que de manière comme un fantôme, M. Kabound aurait fait office d'informateur. Il a identifié la coalition. Vous savez très bien qu'il y a un changement, cela veut dire qu'il y a des personnes qui géraient, et après il y a d'autres qui arrivent. Mais lorsque vous devenez partenaire de l'alternance, c'est quelque chose de saugrenu, d'incongru. Ce n'est pas possible, ça s'appelle de la compromission. Et moi je peux vous dire, pour terminer, qu'aujourd'hui, le MLC n'a pas l'ambition d'avoir quelqu'un au bureau pour la bonne et simple raison que nous n'avons pas la majorité. Donc c'est simple, c'est mécanique, c'est arithmétique. Mais au niveau de leur partenariat, je suppose que ce sera quelqu'un du PPRD parce qu'ils vont dire, écoutez, c'est nous qui avons, vous avez la présidence de la République, maintenant vous allez nous laisser le bureau. On le saura bientôt, mais bon, j'ai quelques noms, je ne vais peut-être pas les citer parce que lui-même, qui est le porte-parole de ce mariage, c'était le témoin du mariage, hein, il ne veut pas en parler, donc moi je vais m'en abstenir. Mais il faut que ce soit une personne qui ait un profil intéressant, de manière à ce que les débats à l'Assemblée soient conduits en toute impartialité et que les contrôles parlementaires se fassent sans entrave. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés dans ce débriefing. Jean-Jacques Mamba était avec nous. Il est porte-parole du MLC, le parti de Jean-Pierre Bemba. Député national, il est de la Mouka. Paul Chilumbo était également là. Porte-parole de l'UDPS Tshisekedi, comme on dit, parce qu'il y a plusieurs UDPS, on déplaise à certains. Il est de Cache, il est également député national. Ce débriefing qui se termine et vous le resuivrez demain, 7h15, vendredi 7h15 sur le câble et vendredi à 9h10 sur le Beyond local seulement, un mercredi prochain pour un autre débriefing. Et merci à tous les deux de venir ici pour le traditionnel selfie de la fin. C'était pas sympa, hein, l'anecdote sur la mariée, là. Ouais. Merci.